Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur i24 News. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'analyste stratégique et rédacteur de la Metula News Agency, Stéphane Juffa. Bonjour Stéphane Juffa. Bonjour. Nous allons revenir avec vous sur les sujets brûlants de l'actualité, 3 aujourd'hui. Et nous allons commencer directement avec la situation dans le Golan et la guerre qui continue de faire rage en Syrie. Et l'implication aussi d'Israël. Israël ne cesse de répéter qu'elle observe mais n'intervient pas dans ce conflit qui est à sa frontière véritablement. Et pourtant, qu'en est-il réellement ? Alors, d'abord, quand on dit que ce conflit, en tout cas dans ce qui se déroule sur le Golan, se situe à sa frontière, c'est vraiment à sa frontière. Nous allons voir ce qui s'y passe environ au moins 2 fois par semaine. Et ce que nous pouvons dire, c'est que à partir de la ville de Djoubata, qui est aux mains de la rébellion, en passant par la cité de Kounetra, qui est toujours dans les mains du régime, et 10 kilomètres plus loin, face au village de Lehavot à Bashan, on se bat côté syrien. Et on se bat non pas à 5 kilomètres de la frontière, mais dans une marge située entre 100 mètres et 1 kilomètre de la frontière. Ce sont des combats que vous pouvez donc observer. Alors on les observe très souvent et parfois ils débordent du strict cadre syrien. Et comme on l'entend parfois dans les nouvelles, eh bien, il arrive assez fréquemment que des obus, notamment des obus de mortier, tombent du côté israélien et notamment qu'ils allument des incendies. Donc c'est vraiment des combats qui se déroulent de manière très proche de la frontière israélienne, ce qui implique et ce qui nécessite côté israélien une attention de tous les instants, puisque on ne peut pas éviter de penser, on ne peut pas éviter de prendre en compte les menaces notamment formulées par le président Béchar al-Assad ou par le Sayed Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui menace Israël plusieurs fois par semaine de lancer des sortes de guerriers islamistes contre l'État hébreu. Alors, côté israélien, bien entendu, on ne fait pas qu'observer. On va parler d'observation, mais on joue sa carte. Et jouer sa carte, ça signifie également tenter d'avoir les meilleures relations possibles avec la population. On définit ce nouveau code de population civile syrienne qui n'existait pas pour Israël jusqu'à maintenant, tout simplement parce que cette frontière a toujours été hermétiquement fermée. Pour les Syriens, les Israéliens étaient des sortes de monstres à pieds palmés avec une queue. C'est une situation qui existe depuis la création de l'État d'Israël, puisqu'il n'y avait aucune relation. Donc, on va essayer d'aider les Syriens. On a généré une autre différenciation. Et cette différenciation, c'est entre les islamistes d'Al-Qaïda et la population locale. Alors, personne ne vous le confirmera, mais nous le savons bien. Israël aide la population locale, ce qu'on aime à appeler dans l'establishment de la défense, les villageois. On aide les villageois syriens. Alors on les aide. C'est de l'humanitaire ? Alors c'est aussi de l'humanitaire. C'est aussi de l'humanitaire dans le sens où où Israël a implanté un hôpital de campagne qui comprend toutes les unités de soins, y compris une salle d'opération, de l'obstétrique, des scanners, sur la frontière. Mais quand on dit sur la frontière, c'est vraiment à quelques mètres de la Syrie, avec un couloir protégé qui permet non seulement aux combattants de la résistance de venir se faire soigner en Israël, mais également à toute la population du plateau du Golan syrien qui vient par centaines se faire soigner dans cet hôpital de campagne que pour i24, nous avons d'ailleurs filmé abondamment. Tout à fait. Et donc il y a de l'humanitaire, mais pas seulement ? Non, il n'y a bien sûr pas seulement de l'humanitaire. L'intérêt d'Israël, c'est de préparer l'après-Assad. Puisque le calcul stratégique qui est posé par les spécialistes israéliens, c'est que à cause de la relation de nombre qui existe entre le 1,5 million d'Alaouites et les 16 millions de sunnites, et à cause du fait que ces deux factions, ces deux communautés qui sont en guerre l'une contre l'autre,
cette guerre civile peut durer encore assez longtemps parce qu'elle est assez équilibrée entre le nombre et la qualité de l'armement. Mais pour finir, elle échouera au camp sunnite. Mhm. Et dans ce sens-là, mieux vaut pour Israël avoir les meilleures relations possibles avec ce qu'on pourrait appeler ses nouveaux voisins. Et ces nouveaux voisins, ils ont besoin de tout. Donc ils ont besoin, on vient de le dire, de soins médicaux, mais ils ont besoin de nourriture, et ils ont également besoin des moyens de se défendre. Alors Israël... Des armes, donc. Des armes, soyons clairs, des armes. Des armes qui ne sont pas les armes les plus sophistiquées qui existent dans les entrepôts israéliens, mais qui sont des armes rustiques. D'ailleurs, les rebelles ne sauraient pas utiliser des missiles de pointe, ni des avions, ni ce genre de matériel. Donc on va leur donner surtout des grenades anti-chars, parce qu'ils n'ont pas de chars et les forces du régiment non, des fusils mitrailleurs, des munitions. On va leur donner tout ça, on va leur apprendre à les utiliser, et puis on va échanger, on va les encadrer, on va les conseiller, et toujours en accentuant, avec certains résultats positifs d'ailleurs, en accentuant la différence. On leur dit on vous aide tant que vous vous tenez éloigné d'Al-Qaïda. Les fameux Al-Nosr, Al-Nour, Al-Nosra, qui se trouvent en Syrie. Donc non seulement Jérusalem fournit des armes, principalement des armes légères, mais également anti-chars, mais elle entraîne également ces rebelles à les utiliser. J'ai dit encadre, on leur montre, on ne peut pas vraiment parler d'entraînement, mais on va leur montrer. D'ailleurs, on n'a pas besoin de leur expliquer comment fonctionne un Kalachnikov, on a peut-être besoin de leur expliquer qu'on ne tire pas en rafale, et je prends des exemples qu'on a plus qu'imaginé, mettons cela ainsi. Il faut expliquer à ces gens que ce n'est pas en tirant des rafales dans tous les sens qu'on a plus de chances de toucher son adversaire, mais en visant bien et en tirant au coup par coup. Mais Edouard, ce n'est pas tout. Israël, et c'est un scoop que nous dévoilons ici, Israël aide les États-Unis à fournir également du matériel, dont du matériel militaire, du même genre que celui fourni par les Israéliens aux rebelles syriens. Les Américains qui ne veulent pas être vus en territoire syrien amènent ces armes, notamment dans le Golan ou à proximité du Golan, et les Israéliens s'occupent 1 ou 2 fois par semaine de transférer ces armes à ces villageois, entre guillemets, ces gens, ces groupes que tout l'Occident désirait voir triompher en Syrie. Il est clair que l'Occident, de même qu'une partie des pays arabes, aimerait que la rébellion l'emporte, mais surtout que la rébellion non Al-Qaïda, non islamiste l'emporte. Et cette rébellion existe en Syrie. Elle est même majoritaire, il faut le savoir, au sein de l'armée syrienne libre. Vous parliez des pays arabes, on entend même dire ces jours-ci que le Qatar aiderait financièrement Israël dans cette livraison d'armes. Qu'en est-il ? Alors, c'est pas que le Qatar aide. Le Qatar, en fait, aide les rebelles. Il finance les rebelles depuis un certain temps. Mais j'appellerais ça des rumeurs insistantes. Il existe des rumeurs insistantes qui, si on les écoute, nous disent que le Qatar payerait Israël pour les armes que l'État hébreu accepte de livrer à l'insurrection. Je considérerais que ces rumeurs ont certaines racines dans la réalité. Stéphane Dufay, passons maintenant au deuxième sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On passe la frontière syrienne pour arriver au Liban, et cette décision de l'Union européenne de mettre la branche armée du mouvement chiite libanais Hezbollah sur sa liste des organisations terroristes. Mais il ne s'agit là évidemment que de la branche armée, pas de la faction politique. Est-ce qu'il s'agit d'une demi-décision, ou bien est-ce que cette décision européenne peut tout de même avoir une certaine forme d'efficacité ? Alors, la branche armée existe-t-elle ? En croire le Hezbollah lui-même, qui est la première source qui a répondu à cette décision de lundi dernier des 28 ministres de l'Union européenne, eh bien, le Hezbollah est une organisation homogène. Il n'y a pas une branche armée, une branche civile. Et si on en croit nos amis analystes et professeurs à l'Université du Liban,
eh bien, ils disent absolument la même chose. Et en allant un petit peu plus loin, en considérant la position des États-Unis, eh bien, on sait que l'Amérique n'a pas fait cette distinction, cette différenciation, et a mis le Hezbollah dans son entier sur sa liste noire des organisations terroristes. On se demande un petit peu alors pourquoi l'Europe a fabriqué cette différence. On ne comprend pas exactement et on se dit que ce sera très difficile pour l'Union européenne, pour les pays qui la composent, de mettre en application cette décision. Alors, en gros, en application, qu'est-ce que ça veut dire? En application, ça signifie que on empêche, on interdit aux gens qui font partie des organisations listées sur cette liste noire, on leur interdit de mettre de poser le pied sur le territoire européen. C'est la première chose. Et on va vouloir saisir les avoirs du Hezbollah dans les banques européennes. Mais on ne connaît pas, et en tant qu'analyste et présent dans la région, je dirais depuis toujours, on ne connaît pas plus de 20 personnes, du nom de 20 personnes qui appartiennent à cette pseudo-branche armée, de 20 personnes qui nous disent « Oui, nous sommes des miliciens, nous sommes des combattants du Hezbollah ». Alors, évidemment, cette décision n'a pas été prise pour 20 personnes. Et ce qu'on peut se dire, Edouard, c'est qu'en prenant une décision plutôt symbolique et le plus large possible, l'Union européenne entend probablement permettre à chaque pays d'adapter la législation que chaque pays va devoir adopter avec infiniment de nuances. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui n'ont pas du tout attendu cette décision, comme les Pays-Bas, qui ont déjà décidé de mettre à la fois la branche armée et la pseudo-branche politique sur sa liste noire. La Grande-Bretagne, pour sa part, avait déjà, depuis un certain temps, placé la branche. C'est une idée de Londres, d'ailleurs, de faire cette distinction. Et avait mis la branche armée sur sa liste noire. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que pour qu'il y ait un effet à cette décision, chaque pays va devoir légiférer, les parlements vont devoir émettre une loi qui va définir quelle va être la façon de tel et tel pays de considérer cette décision de l'Union européenne. Et ça ira jusqu'à à partir de décisions symboliques et jusqu'à un boycott total du Hezbollah. Cette décision européenne a été prise suite à l'attentat de Bourgas en Bulgarie en juillet dernier, il y a tout juste un an. Attentat qui avait coûté la vie à 5 touristes israéliens et à leur chauffeur de bus bulgare. Officiellement, c'est donc la raison parce qu'il y aurait des soupçons très forts concernant l'implication du Hezbollah dans cet attentat. Mais certains, par exemple au Liban, disent que ce n'est pas forcément un hasard si cette décision intervient alors que le Hezbollah est maintenant actif en Syrie dans la guerre aux côtés de Béchar al-Assad. Est-ce que vous voyez un lien? Bien sûr que ça dérange tout le monde. On peut étendre la comparaison et se dire que l'Union européenne veut faire montre d'un certain équilibre. En Israël, certains ont parlé d'équilibrisme plutôt entre la décision toute récente de sanctionner les implantations israéliennes en Judée-Samarie. On peut se poser des questions. Il est évident, même si ça n'apparaît pas dans le corps de la décision européenne, que la présence combattante des miliciens du Hezbollah dans la guerre civile syrienne intervient pour beaucoup dans cette décision. Ce qu'on se demande, et surtout au Liban, ce qu'on se pose comme question, c'est est-ce qu'il n'y a que ce qui se passe sur le territoire européen qui intéresse l'Union européenne? Parce que l'Union européenne, et en particulier la France, a toujours prétendu, ou ont toujours prétendu, qu'ils étaient les amis du Liban. Et ce qu'on dit au Liban, ce que disent nos amis libanais, mais c'est que le Hezbollah terrorise le Liban depuis plusieurs années. Le Hezbollah monopolise le gouvernement libanais depuis 2011. Le Hezbollah possède une majorité relative, on ne sait pas s'il existe encore d'ailleurs, au Parlement, simplement parce qu'elle a menacé de mort les députés, parce qu'elle a non seulement menacé, mais qu'elle a parlé par l'exemple en tuant au Liban des journalistes,
des personnalités politiques, des civils, mais aussi des militaires, des policiers. Et les Libanais disent, mais c'est le comble de la terreur. Si on parle de terrorisme, il ne fallait pas attendre ce qui s'est passé à Burgas pour placer le Hezbollah sur cette liste. En fait, vous vous moquez un petit peu de ce qui se passe au Liban. Vous vous moquez également du fait qu'une organisation non étatique décide, d'une part, d'entrer en Syrie et de mener une guerre dans un pays étranger, et de l'autre, de menacer Israël plusieurs fois par mois, d'intervenir, d'ouvrir un second front au cas où Israël décidait d'une opération contre l'infrastructure nucléaire en Iran. Sur le plan intérieur, au Liban, les personnalités politiques, parfois les pays qui étaient contre cette mesure de l'Union européenne, ont parlé de leur crainte d'une déstabilisation du pays, du fait justement de cette participation du Hezbollah au gouvernement. Pensez-vous que cette crainte est véritablement justifiée ? Alors on est très étonné pour les raisons que je viens de donner au Liban. Et on est très étonné parce que la source de la déstabilisation du Liban, c'est le Hezbollah. Donc, en éloignant le Hezbollah du pouvoir, en affaiblissant le Hezbollah, eh bien, on contribue à l'unité du Liban, pas à son dysfonctionnement. Il faut aussi rappeler à nos téléspectateurs que la population chiite, qui est la seule composante du Hezbollah, ne constitue en gros qu'un tiers des Libanais. Et s'il y avait une représentation démocratique, et s'il n'y avait justement pas ce terrorisme, cette violence faite instrument politique, eh bien, plus que probablement, le Hezbollah ne contrôlerait pas le gouvernement libanais. Et pourtant, côté européen, plusieurs voix se sont fait entendre pour déclarer que la faction politique du Hezbollah continuerait d'être un interlocuteur valable. Est-ce qu'elle l'a déjà été ? C'est totalement incompréhensible. C'est totalement incompréhensible parce que tout le monde sait, en tout cas dans la région, pardon, que celui qui donne les ordres, tant politiques que militaires que sécuritaires, que celui qui permet aux agents, il y aurait quelque chose comme 1500 agents Pasdaran iraniens en uniforme au Liban, dont certains qui se trouvent à moins de 400 mètres du lieu de notre émission. Eh bien, cette personne qui donne les ordres, c'est le Cheikh Nasrallah. Et quand il n'est pas là, ce sont ses assistants. Alors, il est vrai que le Cheikh Nasrallah ne porte pas une Kalachnikov en bandoulière, mais le drapeau du Hezbollah, si. Le drapeau du Hezbollah, c'est en Coran, une Kalachnikov vert sur fond jaune. Et le chef de cette organisation, c'est Nasrallah, c'est lui qui a décidé d'envoyer ses miliciens en Syrie. Donc comment faire cette différenciation ? Est-ce qu'il va être inquiété, selon vous ? Il devrait être inquiété, mais si l'Union européenne, comme elle l'a fait d'ailleurs, a déclaré qu'elle voulait continuer le dialogue avec toutes les composantes de la société, du monde politique libanais, et puis qu'elle a spécifiquement mentionné le Hezbollah, il n'y a pas d'autre interlocuteur au sein du Hezbollah que Hassan Nasrallah et ses conseillers directs. Et là, c'est vraiment, on touche carrément au non-sens. Cette distinction n'a pas lieu d'être. Stéphane Juffa, vous êtes rédacteur en chef de la Metula News Agency et analyste stratégique. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. L'actualité continue sur i24 News.